Hello tout le monde, aujourd'hui on est reparti sur une vulnérabilité web dont on n'entend pas beaucoup parler et qui pourtant est assez importante, assez impactante et qui, si jamais vous faites du bug bounty, peut carrément vous rapporter des petits sous parce qu'elle n'est pas forcément beaucoup relevée, c'est le cache poisoning. Alors bien sûr, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite grandement à recheck ma vidéo sur le fonctionnement du protocole HTTP. On en reparlera rapidement ici, mais vraiment très rapidement. Donc si vous n'êtes pas forcément très à l'aise avec le protocole, eh bien ça risque d'être un petit peu compliqué pour comprendre globalement la vidéo. Toujours étant qu'on est parti tout d'abord avec le fonctionnement du cache web, donc forcément le fonctionnement un petit peu de HTTP. Let's go! Alors bien sûr, pour bien comprendre le fonctionnement du cache poisoning, on va d'abord parler du fonctionnement du cache web. Si un serveur devait envoyer une nouvelle réponse à chaque requête HTTP individuellement, donc pour chaque utilisateur une nouvelle réponse, cela risquerait premièrement de surcharger le serveur, ce qui va donc entraîner derrière des problèmes de latence si on a beaucoup d'utilisateurs qui veulent accéder à telle ou telle page web, et une mauvaise expérience utilisateur, on va avoir des pages qui vont ramer, on n'aura jamais accès, ou du moins on aura des temps de réponse qui vont être très élevés, surtout pendant les périodes qui vont être assez chargées. Donc le caching, c'est principalement un moyen de réduire de tels problèmes. Il faut savoir que le cache se situe entre le serveur et l'utilisateur, où il enregistre, en gros met en cache, les réponses à des requêtes qui sont particulières. Généralement pour une durée fixe, ça peut vraiment aller de, je sais pas, des fois 30 minutes, même quelques minutes je pense, à plusieurs jours. Si un autre utilisateur du coup envoie alors une requête qui est équivalente, le cache sert simplement une copie de la réponse mise en cache directement à l'utilisateur, ce qui permet vraiment d'avoir aucune interaction avec le back-end, en fait avec le serveur web, ce qui soulage considérablement la charge sur le serveur en réduisant forcément le nombre de requêtes dupliquées qu'il doit gérer. Alors pour info, il existe deux types de cache différents, j'en parle ici, c'est pas forcément super important, mais voilà, petite info à ressortir en soirée. Ça fait plaisir. Premièrement, on a le cache privé qui est spécifique à chaque utilisateur, offrant un espace de stockage individuel pour les données qui sont mises en cache. Il est accessible seulement par l'utilisateur ou le client associé et peut contenir des informations assez personnelles ou spécifiques à cet utilisateur. Ensuite, on a le cache qu'on retrouve principalement, c'est le cache public qui est lui partagé entre plusieurs utilisateurs, permettant le stockage de données fréquemment demandées, accessibles à tous. Comme on l'a vu, il est globalement utilisé pour réduire la charge sur le serveur web qui est derrière. Et donc, c'est les serveurs publics qui vont être globalement utilisés pour quasiment tous les sites web qu'on va utiliser au jour d'aujourd'hui. Bien, maintenant que cela est clarifié, comment ça fonctionne? En gros, comment le serveur web sait si la requête elle est mise en cache ou pas? Eh bien, quand le cache reçoit une requête HTTP, il doit donc d'abord déterminer s'il existe une réponse mise en cache qui peut servir directement ou s'il doit transmettre cette requête au back-end, au serveur web. Alors pour faire cela, les caches, ils identifient les requêtes équivalentes en comparant un sous-ensemble prédéfini de composants de la requête, connu collectivement sous le nom de clé de cache, ou plutôt cache key en anglais. Alors un exemple assez concret de ce que peut être une cache key, c'est typiquement un condensat de la méthode HTTP, de l'URL, de l'host et du user agent, ce qui fait que c'est assez facile du coup de reconnaître d'où la requête provient, ce qui va pouvoir permettre au cache de savoir s'il a déjà, lui, une réponse à envoyer à l'utilisateur parce qu'il va pouvoir juste regarder ce condensat. Point assez important, si des composants de la requête, genre des entêtes spécifiques, ne sont pas inclus dans la clé de cache, alors ils sont dits non clés ou unkeyed. On dira souvent unkeyed, donc retenez ce terme, et on verra que justement ce point-là est assez important pour la suite et pour exploiter le cache poisoning. Alors on récapitule un petit peu, si la clé de cache d'une requête entrante correspond à la clé d'une requête précédente, alors le cache les considère comme équivalentes, en conséquence il servira une copie de la réponse mise en cache qui a été générée pour la requête originale, ce qui est assez logique. Cela s'applique à toutes les requêtes ultérieures avec la clé de cache correspondante jusqu'à ce que la réponse mise en cache expire. Bien, maintenant vous êtes vraiment des cracks du fonctionnement du cache HTTP, du cache web, donc on va aborder la vulnérabilité en elle-même parce que de toute façon ce point était vraiment obligatoire pour comprendre comment tout fonctionne. Et de toute façon, vu le fonctionnement des clés de cache, des clés unkeyed, et des caches publics, je pense que potentiellement vous avez une petite idée de comment on peut faire du cache poisoning. Alors comme d'habitude, pour vous donner une explication assez généraliste, le cache poisoning, c'est le fait d'abuser de la mise en cache d'une requête malveillante qu'un attaquant va crafter. Ainsi, si cette requête est mise en cache, elle sera délivrée aux autres utilisateurs qui vont forcément eux aussi
utiliser ce cache. En fonction de la charge malveillante et de ce qu'on va pouvoir faire justement avec cette requête qui va être mise en cache, cela peut être vraiment extrêmement dangereux parce que si jamais on arrive à faire du cache poisoning sur un site qui est beaucoup utilisé, typiquement sur la page home ou la page accueil d'un site qui est souvent consulté, et si derrière on arrive à avoir une XSS, ça peut être clairement très critique. Donc voilà, je pense que vous comprenez globalement l'impact de la vulnérabilité, mais on va voir maintenant comment ça fonctionne concrètement. Alors pour le fonctionnement, on va avoir 3 grandes phases. Dans un premier temps, on va avoir une phase de reconnaissance. Cette dernière va consister à identifier des éléments qui ne sont pas dans la clé de cache. Donc si on se rappelle bien, qui sont dits uncaged. On fait ça parce qu'en fait, les caches web ignorent les entrées uncaged si et seulement si il décide de servir une réponse en cache à l'utilisateur. Or, ce comportement signifie que si l'on injecte une charge malveillante, typiquement une XSS, dans un en-tête qui est donc uncaged, puis qu'on arrive par la suite à faire mettre en cache cette requête, alors cette requête qui est donc empoisonnée, d'où le terme cache poisoning, sera délivrée aux autres utilisateurs qui ont la clé de cache correspondante. Donc je vous le rappelle, la clé de cache c'est typiquement un condensat URL, host, user agent. Donc si en fait on arrive juste à ajouter quelque chose qui n'est pas dans la clé, qui est uncaged mais qui est quand même mis en cache, on va directement trigger notre requête, le mettre en cache, les utilisateurs vont la trigger et hop, on aura empoisonné le cache et donc on aura fait du cache poisoning puisqu'en fait la XSS sera directement délivrée à tous les utilisateurs qui vont donc être touchés par notre cache empoisonné. Donc vous l'avez compris, la première étape consiste à trouver une entrée uncaged, mais une entrée qui est prise en charge par le serveur, parce qu'il y a certaines entrées, et même la majorité d'entrées uncaged ne sont pas forcément prises en charge par le serveur qui est derrière. Donc ça, c'est vraiment un point qui est très important. Heureusement pour faire cela, comme d'habitude en sécurité offensive, on peut utiliser de nombreux outils, comme le paraminer de Burp Suite, ou encore le super outil ExtHTTP. Ces outils vont tester et ainsi deviner en fait de nombreux headers en réalisant des requêtes au serveur web. Si l'un de ces headers a des effets dans la réponse que le serveur web envoie, alors il va apparaître par exemple pour le paraminer dans l'onglet Issue. Dans le cas de l'exemple, typiquement, on a identifié le header xForwardedHost, très bon accent encore une fois, comme uncaged. Alors vous allez me dire, super François, j'ai trouvé un en-tête qui est donc uncaged, mais maintenant qu'est-ce que je fais en fait? Très bonne question, bon, je réponds clairement à moi-même dans mon script, là c'est catastrophique, mais voilà, la prochaine étape c'est, comme je vous l'avais dit, d'évaluer comment le site web processe l'entête uncaged, parce que c'est très bien d'avoir trouvé quelque chose, mais en fait on n'a pas forcément une réflexion de ce qu'on va pouvoir mettre dans cette entête là sur la réponse HTTP. Donc il faut un petit peu comprendre comment justement cette entête va pouvoir interagir avec la réponse, et pour ce faire, eh bien ici on a un exemple assez concret puisqu'on a l'entête xForwardedHost avec une valeur à l'intérieur qui va être réfléchie dans la réponse dans une balise script. Donc là, directement, on peut forcément penser à faire charger un script malveillant qu'on aurait sur notre serveur que l'on maîtrise, pour que le serveur par la suite charge notre script malveillant et qu'après on le mette en cache et que tous les utilisateurs qui se rendent sur la page chargent aussi notre script malveillant. Toujours étant que pour nos tests, ici, on va utiliser un cache buster. Donc par exemple, ici, vous voyez que j'ai mis François égale Sich. En fait, on fait cela pour éviter temporairement d'empoisonner le cache des utilisateurs afin de faire nos tests en fait. Donc généralement vous utilisez un cache buster pour poke des exploits et dès que le exploit fonctionne sur le cache buster, vu que comme d'habitude le cache buster ça fait partie de ce qui va être mis en clé de cache, eh bien vous n'allez pas trigger en fait le cache on va dire global de la page typiquement accueil. Mais par contre, vous allez trigger le cache pour l'onPoint, donc François égale ish. Je pense que vous avez compris l'outil du cache buster. Du coup, maintenant, on passe à la suite. Dans l'exemple, on voit directement qu'on peut contrôler le script, comme j'ai dit. Donc, on va se rendre sur notre serveur attaquant. On va créer un petit script de JavaScript malveillant avec une petite balise alerte. Et tout simplement, une fois que cela est fait, on va essayer de mettre en cache notre valeur. Alors, à savoir que mettre en cache une valeur pour que par la suite, elle soit servie aux utilisateurs, ça peut être relativement galère en fonction de nombreux facteurs, comme typiquement le type de contenu, la route, les entêtes de réponse. Toujours étant qu'il faut comprendre quelles sont les clés de cache pour pouvoir bien mettre en cache notre réponse. Et c'est pas forcément très facile en fonction du comportement du serveur web et comment il met en cache telle ou telle requête. Bien sûr, pour ce faire, on va d'abord enlever notre endpoint cache buster parce que ça n'a aucun intérêt une fois qu'on a réussi à poker notre exploit. On veut le délivrer aux victimes, donc vous l'aurez compris, on va l'enlever pour taper l'endpoint que l'on veut. Donc on va remettre un slash puisque ici on veut taper l'accueil. Et enfin, on va envoyer notre requête jusqu'à hit le cache, c'est-à-dire qu'on aura mis en cache notre valeur. Et donc, une fois que cela est fait, on a tout simplement réussi. On a réussi à empoisonner le cache du serveur web. Ce qui veut dire qu'en fait, si jamais un utilisateur se rend sur la page accueil au moment où on a empoisonné le cache, eh bien, il aura une petite pop-up alerte, tout simplement parce qu'en fait, l'utilisateur va se rendre sur la page accueil, donc il va faire une requête HTTP. Le cache va se rendre compte qu'il a déjà pour
tout ce qui est mis en clé, donc évidemment pour la route, le verbe HTTP, etc., il a déjà quelque chose qui est en cache, donc il va délivrer cette réponse à l'utilisateur, sauf que nous, auparavant, vous l'avez compris, on l'aura empoisonné, donc du coup, il va charger la page avec la réponse qui contient le chargement de notre JavaScript malveillant, et donc c'est ainsi qu'on va pouvoir trigger une XSS, et donc avoir ici une alerte, mais on pourrait très bien voler le cookie de l'utilisateur s'il est connecté afin de voler et d'usurper son identité. Bon, ici on a vu un exemple assez simple puisqu'on a eu un uncaged XForward host et après on a mis une XSS qui réfléchit dans la réponse, on a hit le cache et c'est bon, c'est fini. Mais on va voir rapidement avec Nisha, donc qui est un bug bounty hunter, et ben il va nous montrer quelques petits exemples qu'il a trouvé en faisant de bug bounty, des petits exemples de cache poisoning et aussi de cache poisoning DOS, donc petit point avec lui. Et voilà, du coup on se retrouve avec Monsieur Nishacid qui va nous montrer quelques exemples. Hello. Ouais, bah écoute, moi j'ai eu quelques cas en bug bounty récemment que je pourrais te partager. Alors je pourrais pas te partager les exploits, mais je peux t'en parler. J'ai eu un premier cas où j'avais une self XSS, donc une XSS qui n'était pas exploitable dans l'user agent de ma requête, qui était réfléchi sur la page. Du coup, il ne pouvait pas rester stocké, mais il y avait du cache, donc c'était un Drupal aussi. Et sur Drupal, il y a pas mal de cache. J'aime bien jouer sur Drupal et le cache. Du coup, j'ai réussi à mettre en cache la requête qui contenait du coup mon user agent avec du JavaScript qui était réfléchi, qui m'a permis du coup d'avoir une XSS stockée. Donc elle était plus self à ce moment-là. Et après, avec l'équipe de Triage et etc., j'ai pu voir avec eux pour POC un exploit de XSS to RCE sur Drupal. Ok. Parce que Drupal, comme WordPress et un peu tous les CMS, quand on a une XSS, en général, il est possible d'avoir un RCE, par exemple avec l'upload de plugin ou la création de compte administrateur ou de l'exécution de code directement sur un plugin à éditer ou une page. Ok. Et donc du coup, j'ai fait une chain de self XSS, cache poisoning to XSS stocké to RCE sur Drupal. Celle-là était sympa, ouais. Et carrément. Après, sur un autre cas, sur un autre Drupal, ça c'était plus du CP-DOS, que des nids de service. J'ai eu avec le header max forward sur Apache qui m'a permis de générer une erreur 400 de la page et Drupal mettait en cache les erreurs 400 et du coup j'avais juste à rajouter le header max forward pour générer une erreur sur le site. Et après, c'était mis en cache par Drupal qui faisait un cache poisoning to des nids de service. Ok. Dans la même idée, donc toujours dans les CP-DOS, j'aime bien checker quand il y a un WAF et qu'il y a du cache. Parce que souvent, ce que les développeurs ne pensent pas, c'est de ne pas mettre en cache du coup les erreurs de WAF. Et souvent, elles sont mises en cache, ce qui fait que tu fais exprès de générer une erreur sur le site. Tu vas pouvoir forcer le cache à mettre en cache du coup l'erreur du WAF. Ok, et donc mettre le site inaccessible, pareil, du CP-DOS. Bah oui, carrément. Ouais, tu mets en cache la 403 qui va du coup être trigger par les autres users qui vont être accéder au cache, quoi. Ouais. Ok. Un dernier cas que j'ai eu, alors on a eu l'erreur 400, la 403, et bah là j'avais une erreur 500 où je faisais planter le site avec un header xforward host qui du coup faisait planter le site totalement parce qu'il suivait la redirection vers un host, tu mettais n'importe quoi, quelque chose qui n'existait pas, et du coup tu pouvais faire planter le site parce qu'il mettait en cache cette erreur 500. Le problème avec celle-là que j'ai eu, c'est que le cache il durait je crois 2 secondes. Pareil pour celle du WAF, avant le cache était assez court. Souvent c'est un peu difficile à exploiter parce que ça se voit pas directement quand on visite la page parce que le cache peut durer genre 1 ou 2 secondes. Tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une boucle while en bash où j'envoyais ma requête en boucle. Et du coup, j'étais sûr et certain comme ça que le cache allait être poison pour la personne qui visitait la page, quoi. Ok, bah nickel en vrai. En tout cas, je pense que du coup, ça permet un petit peu d'en mettre en contexte un petit peu les vues qu'on a vues, parce que tout à l'heure, j'ai fait un lab, mais c'est assez concret, tu vois, mais du coup, avoir des exemples comme ça sur des sites déjà en prod, c'est carrément intéressant, surtout en bug bounty. Merci à toi, en tout cas, monsieur, pour les petites informations. Pas de souci, au plaisir, hein. Et puis, c'est assez cool, je trouve, à chercher en bug bounty, parce que c'est vraiment quelque chose qui est pas checké forcément par tous les outils automatiques ou les scanners en général, donc plutôt toujours intéressant quand il y a du cache de jouer avec. Yes, donc checkez toujours le cache en bug bounty sur vos scopes, même en pentest aussi. Allez, on repasse à la vidéo, let's go. Hop, let's go, petit point sur l'impact et les remédiations. Niveau impact, on va revenir rapidement dessus, mais vous l'aurez compris, il y a pas mal d'impacts différents, mais ça va toujours dépendre de 2 paramètres. C'est premièrement ce que l'attaquant arrive à mettre en cache. Donc si c'est du XSS, ça peut être assez galère. Si c'est aussi quelque chose qui va faire du DOS, pareil, ça peut être très critique. Vraiment, globalement, il faut vraiment garder ça en tête. Ça dépend vraiment de ce que vous allez réussir à mettre en cache. Et derrière, va être interprété par le serveur web et par le cache. Et deuxième paramètre très important, c'est le volume de trafic sur la page qui va être affecté. Parce qu'en fait, si la réponse empoisonnée, elle est servie sur une page où il n'y a vraiment aucun payload qui se rend dessus, ça ne sert à rien en fait. Ça n'a aucun intérêt, il n'y a aucune criticité. Alors que si c'est sur une page, un /home d'un site qui est extrêmement visité, bah là par contre, c'est vraiment une criticité qui va être très très élevée.
Donc c'est clairement ces 2 points à garder en tête. Alors globalement, comment est-ce qu'on peut fixer ça? Comment on peut fixer le cache poisoning? Premièrement, la solution la plus facile, c'est de désactiver complètement la mise en cache. Bien que pour de nombreux sites web, cela pourrait ne pas être forcément une option réalisable parce qu'en fait, ça va directement impacter les performances du serveur web, impacter aussi les performances utilisateurs et les performances du site web parce que du coup, plus de mise en cache veut dire qu'à chaque fois, pour chaque requête, il y aura une réponse qui va être mise en place par le serveur web, ce qui peut vraiment, quand on a beaucoup de gens qui vont se rendre sur le site, compliqué. Mais globalement, il est toujours bon de faire un petit point sur comment fonctionne la mise en cache dans votre contexte à vous. Typiquement, si on utilise un cache uniquement parce qu'il était activé par défaut, parce qu'on utilise un CDN, bon bah, ça peut être carrément utile de réévaluer tout ça et de voir si on a vraiment besoin du cache. Ensuite, si on a vraiment besoin d'avoir un cache, donc la nécessité absolue, eh bien, il est bon de restreindre le cache aux réponses uniquement statiques, parce que comme ça, il n'y a aucune possibilité en fait pour un attaquant d'avoir un input, donc typiquement rajouter un en-tête, et après d'avoir quelque chose qui va être reflété par la suite. Donc c'est clairement intéressant de toujours, si jamais besoin d'un cache, de faire que des réponses qui vont être statiques. Bon, et ensuite j'ai rajouté quelques petits points intéressants. Premièrement, ne pas faire confiance aux données présentées dans les entêtes HTTP. Si jamais on l'a vu en exemple, elles sont reflétées dans la réponse, c'est ciao. Il faut aussi ne pas faire confiance aux entrées utilisateurs, mais ça c'est comme d'habitude. Corriger aussi les vulnérabilités côté client, même si des fois elles ne semblent pas exploitables, bah on n'est jamais trop prudent. Et enfin, dernière recommandation, c'est d'utiliser judicieusement les entêtes de variation de cache pour vous assurer que différentes versions d'une page sont mises en cache en fonction du contenu de certaines entêtes de requêtes spécifiques. Voilà, petit point intéressant. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. Encore une fois, je remercie Monsieur Nisha pour avoir participé et avoir aussi relu le script. Et sur ce, je vous dis, eh bien écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu. C'était François, à la prochaine. Ciao!